Lorsque je l'ai vu pour la première fois, debout sur le trottoir, je n'y ai pas prêté attention. Je n'aurais certainement pas imaginé qu'il serait encore là en septembre. Je suis resté à la fenêtre un instant, j'ai décidé que la silhouette nocturne de l'autre côté de la rue n'était qu'un promeneur, et je suis allé dans ma chambre me coucher. Le lendemain matin, alors que j'étais à moitié endormi devant la machine à café, mes yeux se sont levés directement vers la fenêtre au-dessus de l'évier, et un petit choc d'adrénaline m'a fait oublier le besoin de caféine. Il était toujours là, sur le trottoir d'en face, à regarder ma maison. Mes colocataires étaient tous partis au travail depuis longtemps, alors j'ai attendu mon café, je me suis habillé, puis je me suis approché de la porte d'entrée et j'ai regardé par le judas. Il était toujours là. J'ai pris une grande inspiration, je me suis préparé à n'importe quelle bêtise que cela impliquerait, et j'ai ouvert la porte. Son regard s'est tourné vers moi dès que j'ai mis le pied sur le porche, et il m'a regardé pendant que je traversais la pelouse. Il s'est tendu quand j'ai mis le pied sur mon trottoir, mais il a semblé soulagé lorsque je l'ai traversé pour atteindre le bord de la rue. En m'arrêtant là, j'ai gardé le bitume entre nous. Je ne savais pas exactement comment lui demander ce qu'il faisait là. « Salut, ça va ?» Il avait l'air un peu nerveux. « Rien, je traîne. » De là où j'étais, il n'avait pas l'air d'être sans abri ou fou. C'était un homme d'environ 40 ans, vêtu d'une robe bleu foncé, et je l'ai vaguement reconnu. « Vous n'habitez pas dans cette maison ?» J'ai pointé l'allée derrière lui. Il a hoché la tête. « Oui, c'est la mienne. Je suis juste sorti chercher le journal. » J'ai jeté un coup d'œil à sa main, où il tenait un sac orange avec le journal roulé à l'intérieur. « Eh bien, on dirait que vous l'avez. » J'ai marqué une pause. Un autre sac orange se trouvait plus loin dans l'allée, comme si celui qu'il tenait était en fait celui de la veille. Il n'a rien dit. Il est juste resté là avec une expression masquée et nerveuse. « Je vous ai vu ici hier soir aussi ?» J'ai demandé. « Oui, c'est moi. » J'ai baissé les yeux plus loin et j'ai vu que ses pieds étaient nus. « Vous n'êtes pas resté ici toute la nuit, n'est-ce pas ?» Je m'attendais à ce qu'il se moque de l'idée, mais il a plutôt répondu, « J'y suis resté. » « Vous êtes resté ici toute la nuit, pieds nus ?» La panique suintait sous son masque de calme et de politesse. « Oui. » Maintenant, je commençais à me sentir plus que bizarre. « Vous allez rester ici toute la journée aussi ?» Il s'est efforcé de parler, mais a semblé changer sa réponse. « Je pourrais. Il fait un temps magnifique. » Eh bien, cela était vrai. C'était une journée d'été chaude, lumineuse et belle. Eh bien, pourriez-vous au moins ne pas fixer ma maison ? Il a commencé à hausser les épaules d'un air de s'excuser, mais s'est arrêté à mi-chemin du mouvement et a essayé de se tourner. Ses pieds nus n'ont jamais levé du trottoir. La tentative de virage était plus une torsion des cuisses vers le haut qui s'est également arrêtée assez rapidement, puis il a dit « Âme ». Son regard a fait un cercle avant qu'il ne me regarde finalement directement. « Votre maison est jolie. J'aime la regarder. » À ce moment-là, je commençais à être plutôt agacé. « Comment vous appelez-vous » ? « Russ. »« Russ. Enchanté. » J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais eu à faire ça avant. Si vous ne cessez pas d'être bizarre et de fixer notre maison, je vais appeler la police. Ses yeux se sont illuminés. « Oui, s'il vous plaît, faites-le. » C'était une réaction assez bizarre, et j'ai en fait sorti mon téléphone. J'avais été élevé à ne jamais impliquer la police pour quelque raison que ce soit, mais c'était assez anormal pour que je sente que je devais le faire. J'ai dit à la standardiste que nous avions un homme étrange qui se tenait devant notre maison et qu'il était là depuis toute la nuit. Oui, toute la nuit. Elle a dit que 2 policiers seraient avec nous sous peu. Russ et moi n'avons pas beaucoup parlé en les attendant. Il est juste resté là, me regardant par moments et observant le reste du quartier. Notre rue était une rue tranquille, peuplée de gens gentils qui restaient la plupart du temps entre eux. Nous n'avions jamais eu de raison de nous rencontrer réellement. Si nous l'avions fait, j'aurais peut-être su plus de choses sur Russ, mais dans l'état actuel des choses, il n'était qu'un homme agissant étrangement. Bien que son aura de nervosité masquée se soit calmée lorsqu'une voiture de police a tourné dans la rue et s'est approchée de nous. 2 agents sont sortis et se sont approchés de nous avec des attitudes fatiguées. L'un a demandé avec condescendance, « Quel est le problème, messieurs ?» Russ m'a regardé avec espoir. Je leur ai dit, « Ce type est resté là à fixer notre maison toute la nuit. » Le deuxième policier a levé les yeux au ciel, mais il a demandé à Russ, « C'est vrai, monsieur ?» Russ a dégluti et a déclaré, « Oui. »
Les deux policiers se sont redressés face à la réponse inattendue. Le premier a demandé sérieusement, « Toute la nuit ?» Russ a hoché la tête. Le second policier nous a regardés chacun pendant un moment, puis a dit, « Eh bien, bougez alors. » Russ s'est tendu et s'est tenu un peu plus droit. « Non. » « Quoi ?» J'ai dit. « Non », alors que le couple a commencé à marcher vers lui, il a ajouté, « Monsieur. » Alors que l'un sortait des menottes, l'autre a ricané et a dit, « Écoutez », mais il s'est arrêté à environ 60 cm de Russ. Son partenaire s'est également figé. « Allez. » Russ les a exhortés. « Qu'est-ce que vous attendez ? Allez. » Les deux hommes se sont regardés avec des expressions hantées, puis ont commencé à reculer. Les menottes ont été remises à leur ceinture. « Non. » Russ leur a hurlé dessus. « Faites-le, connard. Espèce de porc. Sale bâtard. Allez, tabassez-moi. Donnez-moi une leçon. Abattez-moi. » Le visage du premier policier était pâle. « Je suis désolé, monsieur. Vous avez absolument raison, nous sommes des porcs. Faites simplement ce que vous voulez. Restez là aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous êtes techniquement sur votre propriété, donc ce n'est pas notre affaire. » Le second a jeté un coup d'œil vers moi avec une larme d'excuse. Les deux ont sauté dans leur voiture et sont partis en trombe. Russ a hurlé de manière incohérente après eux, mais n'a pas bougé de sa place sur le trottoir. J'ai appelé le poste une seconde fois pour demander ce qui s'était passé, mais après avoir pris mon adresse, la standardiste m'a dit de ne jamais rappeler et a raccroché. La colère a disparu de Russ lorsqu'il m'a vu baisser le téléphone, et je suis resté là, mal à l'aise, tandis que l'homme adulte de l'autre côté de la rue se mettait à pleurer ouvertement. Je n'avais jamais vu un homme de 40 ans pleurer à chaudes larmes par pure terreur désespérée. « Russ, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne pouvait pas répondre à cause de ses larmes. Regardant à gauche et à droite d'abord, j'ai finalement mis le pied dans la rue et je me suis approché de lui. J'ai eu la notion la plus étrange, mais je n'arrivais pas à l'articuler. Les mots ne me venaient tout simplement pas à l'esprit. Une conscience instinctive était le maximum que je pouvais gérer. J'ai atteint le trottoir d'en face, juste devant lui, et j'avais l'intention de le pousser hors de sa place sur le trottoir, mais j'ai changé d'avis à environ 60 cm de lui. Cela aurait été bizarre de toucher un homme adulte qui pleure. Je suis retourné dans la rue, confus. J'ai essayé une seconde fois. À 60 cm de lui, littéralement à portée de main, j'ai changé d'avis à nouveau. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Qui étais-je pour interférer s'il voulait rester dehors par une belle journée ? Chaque fois que je m'approchais, puis que je changeais d'avis, ses larmes et sa terreur s'intensifiaient. Je me souviens d'avoir murmuré, « D'accord, au diable tout ça », et j'ai reculé jusqu'au milieu de la rue pour prendre de l'élan. Je ne pouvais pas articuler ce que je faisais, mais j'ai deviné qu'un plaquage sauté pourrait fonctionner. Je me suis préparé, puis je me suis lancé en avant, prêt à sauter à la bonne distance, mais au moment où j'allais lui sauter dessus, j'ai changé d'avis. Il n'y avait rien de mal, et j'étais stupide. Qui s'en souciait ? J'ai ralenti et j'ai fait un détour. Ses sanglots sont devenus un fleuve. Malgré le sentiment écrasant que quelque chose n'allait pas du tout, je me suis retourné et je suis lentement rentré à l'intérieur. Je pouvais toujours le voir à travers la fenêtre de la cuisine, et j'ai commencé à m'occuper de mes affaires avec une douleur sourde et que je ne pouvais pas reconnaître qui me rongeait le cœur. Chaque fois que je regardais, j'espérais contre tout espoir qu'il ait bougé, mais il était toujours là, tremblant, pleurant, et cherchant de l'aide. C'était en juin. Une chape de plomb pesait sur notre quartier. Là où mes colocataires et moi avions l'habitude d'organiser des soirées jeux de société avec une douzaine de personnes, nous mangions maintenant de maigres repas en silence. Chaque fois que l'un d'entre nous pensait à raconter quelque chose qui s'était passé au travail ou un événement que nous attendions avec impatience, il commençait une phrase à moitié et se sentait submergé par un sentiment de vide. Qui se soucierait d'un concert ou d'une sortie dans un parc aquatique dans un moment pareil ? Nous arrêtions notre phrase en plein milieu et regardions ensemble par la fenêtre de la cuisine. Toujours, Russ était encore debout là. Il évitait avec succès les coups de soleil dangereux en soulevant sa robe au-dessus de sa tête pendant les heures les plus lumineuses, et il avait un arbre à proximité pour lui faire de l'ombre à d'autres moments. Ses pieds nus ont été les plus touchés et étaient rouges et bouillis après une semaine. Pendant cette deuxième semaine, nous nous sommes rassemblés quotidiennement en tant que quartier. Il était impossible de ne pas l'avoir remarqué debout là maintenant, et tous les différents habitants de notre rue sont sortis pour lui parler et pour se parler les uns aux autres de divers sujets polis avec des sous-entendus tendus.
Un temps terrible, disait un voisin, les yeux craintifs. Le temps était magnifique et beau. Absolument terrible, disait un autre d'entre nous. Horrifiant, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Je me souviens que la plus âgée d'entre nous, une femme qui avait vécu la Grande Dépression et qui était normalement dure à cuire, s'est mise à pleurer ouvertement et à sangloter. Russ a tenu bon pendant tout cela, visiblement plein d'espoir et terrifié. La vieille femme lui a hurlé, « Pourquoi ne rentrez-vous pas tout simplement ?» Il n'a pu que hausser les épaules et lui dire d'une voix chevrotante, « Je ne veux pas rentrer. J'aime les coups de soleil sur mes pieds. » Elle s'est approchée avec les 2 mains levées pour l'étrangler, mais a changé d'avis dès qu'elle est arrivée à portée de main. « Oui, mon gars, vous pouvez le supporter. Je ne devrais pas interrompre votre plaisir de la nature. » Un autre de nos voisins s'est avancé, « Au moins, prenez ses vêtements. » Il a tendu une chemise pliée et un jean, mais s'est détourné avant de s'approcher assez pour les lui donner. « Vous ne voulez probablement pas de mes vieux vêtements. » « C'est ça, » a répondu Russ, désespéré. « Je vais bien. Merci quand même. » C'était la saison des pluies dans notre région, et il a commencé à pleuvoir sur nos têtes, alors nous nous sommes réfugiés chez nous pour regarder par la fenêtre et observer Russ tenir avidement sa bouche ouverte vers le ciel. Une fois que le torrent était assez fort, il pouvait aussi se pencher et ramasser de l'eau dans le courant qui longeait le trottoir. Cela nous a donné une idée. En tant que quartier, nous avons commencé à laver nos voitures plus souvent. L'eau des tuyaux passait devant Russ, lui permettant de boire et de rester en vie, mais seulement aussi longtemps qu'il était normal de laver sa voiture. Aucun de nous n'en a parlé aux autres. Nous avons juste vu d'autres le faire, alors nous l'avons fait aussi. La saison des pluies a également fait sortir des vers de terre, qu'il a mangés, et il a appris à rester immobile assez longtemps pour que les oiseaux s'approchent. Il les attrapait et les mangeait entiers. Le trottoir près de lui est devenu sale de déchets jusqu'à ce que chaque nouvelle pluie le lave. L'un des hommes de la rue a commencé à construire un long engin en bois et en métal. Pour la première fois depuis un mois, nous avions autre chose à voir à l'extérieur de nos fenêtres, et nous l'avons regardé pendant près d'une semaine avant de comprendre ce qu'il faisait. C'était une machine de Rube Goldberg massivement longue, pleine de leviers, de marteaux qui se balançaient, de boules qui roulaient et d'autres bêtises assorties. D'après les 2x4 qu'il avait disposés, il avait prévu qu'elles s'étendent tout le long de la rue, au coin, et hors de vue. Mes colocataires et moi avons pris quelques jours de congé et avons commencé à l'aider sans un mot. La vieille femme du quartier nous a apporté des boissons et de la nourriture. Russell nous a observés pendant que nous mangions et buvions, mais il nous a surtout regardés attentivement pendant que nous travaillions. Je n'avais jamais été très doué avec les outils, mais je me suis débrouillé, j'ai appris à scier et à clouer des choses efficacement, et les autres hommes du quartier nous ont rejoints sans un mot quand ils ont vu à quel point nous étions sérieux. Cela a pris 6 jours, mais nous avons finalement terminé l'engin la veille d'une grosse tempête. Alors que le ciel s'assombrissait, nous nous sommes rassemblés au coin, hors de vue de Russ, et nous avons regardé le bouton qui activerait la machine. Si tous les leviers, les marteaux et les engins fonctionnaient, Russ serait renversé par un mécanisme de bélier à la toute fin. Nous avons regardé le bouton. Une joggeuse s'est approchée, et nous l'avons regardée. Elle a ralenti et a semblé inquiète que 30 personnes environ la regardent. Nous avons reculé et avons jeté des coups d'œil répétés au bouton. « Vous voulez que je pousse ça ?» a-t-elle demandé, prudente mais concernée. « C'est pour une sorte de vidéo de blague ?» Nous nous sommes regardés et la vieille femme qui avait survécu à la Grande Dépression a haussé les épaules et a hoché la tête. La joggeuse s'est approchée et a passé sa main au-dessus du bouton avant de reculer. Son expression était craintive et douloureuse. Elle a continué à courir pendant que nous restions là, désespérés. La tempête est arrivée et a détruit la plupart des mécanismes. L'homme qui avait commencé à tout démonter dans un silence de deuil au cours de la semaine suivante. Russ a observé ce processus avec des yeux abattus. Un camion de déménagement s'est arrêté un matin et nous nous sommes rassemblés dans la rue pour regarder sa femme commencer à faire les cartons. Russ a perdu son travail parce qu'il a cessé de se présenter, et maintenant nous ne pouvons plus nous permettre de rester ici. Elle l'a regardé avec des yeux plissés et a dit avec haine, « Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, mais je ne vais pas rester avec un perdant au chômage qui préfère rester debout toute la journée plutôt que de faire un travail honnête. » « C'est un travail honnête ?» a-t-il crié, pleurant malgré ses mots. « C'est dur de rester debout ici sans repos. Je suis fatigué, mais quelqu'un doit le faire. » Nous l'avons regardé mettre le fil de Russ sur le siège passager et partir avec la plupart du contenu de sa maison. Nous avons regardé Russ.
Il a dégluti, a essuyé ses larmes, et a donné la raison la plus mince que j'avais encore entendue. C'est plus important que je reste ici que d'aller après ma famille. Je ne les appréciais pas de toute façon. Il a semblé abandonné après cela, laissant le soleil brûler sa chair jour après jour et ne prenant même plus la peine de manger les vers qui suivaient chaque tempête. C'était en juillet. La première fête que notre rue avait vue en 6 mois a failli déclencher une émeute. Notre maison était l'une des 2 que la rue désignait comme logement hors campus, et l'autre maison a organisé une soirée bière en fût vers 7 heures un soir. L'indignation et la colère nous ont accompagnés jusqu'à l'entrée de cette maison. Les gars de l'université ont baissé la musique et ont demandé à leurs amis de reculer une seconde pendant que tout le quartier s'entassait à l'intérieur. « Qu'est-ce que vous croyez que vous faites » a demandé la vieille femme. « On fait la fête » a répondu l'un des gars. « Quel est le problème ? On n'est pas bruyant. » C'est en fait moi qui ai parlé ensuite. Je me souviens de ma colère juste de manière très vive. Comment pouvez-vous faire la fête alors que les choses sont comme ça ? L'un des autres gars qui y vivaient a protesté. Et alors ? On est juste censé tout arrêter et ne pas vivre notre vie à cause de la façon dont les choses sont ? Les invités nous ont regardés avec confusion. La partie la plus douloureuse de cette dispute était que les gars avaient raison. Nous ne pouvions pas simplement arrêter nos vies à cause de ce qui se passait dans notre rue. Les cris et les hurlements de chaque côté concernaient plus ce que nous ressentions que tout débat logique, et une bagarre a éclaté juste assez longtemps pour renverser un fût et casser 2 verres. Nous nous sommes retenus les uns les autres et nous sommes retirés en tant que quartier, laissant les gars de l'université à leur fête. J'étais amer, si amer. Et nous avons tous ressenti cette amertume ensemble jusqu'à ce qu'un autre voisin organise une fête 2 nuits plus tard. Environ une semaine après cela, l'un de mes colocataires a invité nos amis pour une soirée jeu de société, et je dois admettre que cela m'a semblé un tel soulagement de revenir à la normalité. À la fin de la soirée, j'ai accompagné le dernier de nos amis dehors, j'ai fait une dernière blague et j'ai ri, puis je leur ai fait un signe de la main. Russ n'était qu'une silhouette dans l'obscurité. Toujours là, mais plus dans nos esprits tout le temps. Bien sûr, le lendemain matin, la culpabilité m'a frappé comme une tonne de briques alors que j'étais debout devant ma machine à café et que j'étudiais l'épouvantail rouge et couvert de cloques de l'autre côté de la rue. Ses robes bleues devenaient en lambeaux après des mois dehors, et il ressemblait à un cadavre brûlé. Malheureusement, j'avais une journée stressante devant moi, et je ne pouvais pas me permettre de traiter ma culpabilité à ce moment-là. J'ai honte de l'admettre, mais c'est moi qui l'ai fait. J'ai fermé les stores de la fenêtre de la cuisine. C'était censé n'être que pour cette journée, juste pour que je puisse m'en sortir avec le grand projet en cours, mais les stores ne sont plus jamais remontés après cela. En tant que maison, en tant que groupe, nous avons cessé de regarder par la fenêtre. Tout comme le lavage de nos voitures, tout comme le travail sur cette machine de Rube Goldberg, tout comme notre réaction à la fête, mes voisins ont pris cela comme un signal. En l'espace de 5 jours, tous les stores de toutes les fenêtres de toute la rue ont été baissés. La première nuit où Russ a été complètement seul dehors dans le noir, avec tous les stores fermés, une garantie absolue que personne ne s'occupait de lui ou ne le regardait, je me suis allongé dans mon lit, fixant le plafond et pleurant doucement. Ce n'était pas comme les autres douleurs de cette rue. Pas comme celles qui ne pouvaient pas être articulées. Je savais exactement ce que j'avais fait cette fois, et je pouvais penser et dire les mots. Comme c'était mon problème et ma culpabilité seule, j'étais le premier à fermer les stores. Je voulais être le premier à les relever à nouveau, à regarder notre problème de quartier et à forcer tout le monde à ouvrir les yeux et à s'unir à nouveau, mais je n'en avais pas le courage. J'avais besoin de travailler, j'avais besoin de payer le loyer. Je ne pouvais pas être celui-là parce que relever mes stores signifierait reconnaître le problème, et je ne pouvais plus me permettre d'être tourmenté par la culpabilité, la confusion et la douleur. Chaque nuit, je priais pour que quelqu'un d'autre soit le premier à relever ses stores. Sûrement que quelqu'un le ferait. C'était la seule voie consciencieuse, et quelqu'un se sentirait certainement obligé de faire ce qu'il fallait. Ensuite, nous pourrions tous le faire ensemble. J'avais tellement mis le problème de côté dans mes pensées que j'ai en fait été surpris quand j'ai vu Russ, en meilleure santé qu'avant. Comme personne ne tondait sa pelouse ou ne taillait ses arbres, et avec une saison des pluies anormalement pluvieuse, la verdure autour de lui avait poussé pour lui faire de l'ombre pendant presque toute la journée. Sa peau avait retrouvé une couleur décente, là où le parchemin froissé s'était décollé, et un grand nombre de grillons et d'autres insectes avaient élu domicile dans sa pelouse haute jusqu'à la taille. Il se nourrissait de ceux-ci, se penchant pour attraper des insectes au hasard et les manger lorsque l'envie le frappait. J'avais regardé parce qu'une voiture s'était arrêtée,
et j'ai regardé une dame de l'immobilier en sortir et commencer à le harceler. Et, j'ai crié de l'autre côté, défendant notre problème. Laissez Russ tranquille. C'est ridicule, a-t-elle dit. J'ai besoin de vendre cette propriété et je n'aurai jamais d'acheteur intéressé par une propriété avec un sans-abri usé par les intempéries qui se tient dehors. Il n'est pas sans abri, je lui ai crié. C'est sa maison. Plus maintenant. Sa femme l'a eu lors du divorce parce qu'il ne s'est pas présenté aux audiences. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je voulais dire le trottoir. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, j'avais accepté cela comme étant simplement la façon dont les choses étaient. La dame de l'immobilier m'a lancé un regard noir, puis à Russ, et ensuite elle est montée dans sa voiture et est partie. Je savais ce qui allait se passer ensuite, et mes colocataires et moi avons harcelé l'équipe de paysagistes qu'elle a envoyée jusqu'à ce qu'ils en aient assez et partent aussi. S'ils tondaient la pelouse et taillaient les arbres, Russ aurait de sérieux problèmes. Nous nous sommes félicités d'un travail bien fait et nous sommes retournés dans notre maison pour une soirée jeu de société. C'était en août. Les propos dérisoires ont commencé plus tôt ce mois-ci. Alors que le premier frisson de l'automne se faisait sentir, je pense que les gens savaient instinctivement que le pire était encore à venir pour lui. Chaque fois que nous jetions un coup d'œil dans sa direction, quelqu'un crachait et le traitait d'idiot de se tenir là comme ça. « Pourquoi ne rentre-t-il pas tout simplement ?» demandait quelqu'un. « Ouais, quel abruti !» disait quelqu'un d'autre. Je me contentais de les regarder quand ils disaient des choses comme ça. J'aurais aimé que cela s'arrête. Qu'il s'arrête, mais je ne sais pas. Je ne sais tout simplement pas. J'ai été incité à enregistrer ceci et à partager notre situation parce que je l'ai vu moi-même. J'ai vu mes sentiments se tourner vers le blâme et la haine. J'ai posé les mêmes questions, pourquoi faisait-il ça? Pourquoi ne rentrait-il pas tout simplement? Mais cette étrange notion de peur que je ne pouvais pas articuler m'a poussé à sortir et à faire quelque chose que personne d'autre n'avait fait depuis des semaines. Lui parler. Salut, Russ, j'ai dit pour entamer la conversation, puisque je n'avais aucune idée de quoi dire d'autre. Ses cheveux étaient une crinière et sa barbe était sauvage, mais il y avait toujours un homme là-dessous. Il a toussé pour s'éclaircir la gorge et a réussi à dire « Salut ». Il n'y avait vraiment pas de raison de tourner autour du pot. Il a abandonné pendant un petit moment, n'est-ce pas? Il a hoché la tête faiblement. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Pourquoi mangez-vous et buvez-vous à nouveau? Pourquoi vous battez-vous si fort pour survivre? Je lui ai demandé, le cœur plein de compassion. J'avais l'impression d'être une personne tellement formidable de m'en soucier quand personne d'autre ne le faisait. Il a penché la tête et a dit, « Prends-le juste pour toi. » C'était une réponse à laquelle je ne m'étais jamais attendu. Nous avions fait tant de choses pour lui, traversé tant de culpabilité, d'angoisse et d'efforts, mais je suppose que je n'ai jamais pensé à ce que c'était de l'autre côté des stores, rester la nuit après nuit, sachant que tout le quartier évitait de vous regarder. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai aucune réponse. Je voulais lui dire bonne chance, mais cela aurait sonné creux. J'ai hoché la tête et je suis rentré. Cette fois, j'ai levé les stores et je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine. Alors que les premiers flocons de neige de la saison commençaient à tomber, j'ai accepté son regard furieux. La chaleur de sa haine serait-elle suffisante pour le garder au chaud tout au long de l'hiver? L'été semble incroyablement lointain, surtout sans même une couverture, et pourtant, toutes les personnes qui sont venues, tous mes amis, colocataires et connaissances, ne cessent de demander avec désinvolture, pourquoi ne rentre-t-il pas tout simplement? Si seulement c'était aussi simple. Vous savez ce qui est drôle? Je ne peux toujours pas vous dire ce qui ne va pas. Je suis hanté. Cet homme se tient sur le trottoir en face de notre maison, nous fixant du regard depuis 1 an et demi, et je ne peux pas physiquement penser ou prononcer les mots qui pourraient décrire ce qui ne va pas avec ça. Je crie sans bruit au bord de mes pensées, mais je bois aussi du café devant l'évier de la cuisine pour me réveiller pour ma journée. L'un de mes colocataires se traîne comme un zombie dans son pyjama, ouvre le réfrigérateur et regarde la nourriture à l'intérieur. Il ne fait aucun mouvement pendant un long moment, une action qu'un observateur extérieur attribuerait au manque de bacon dans le tiroir en bas à droite, mais lui et moi savons tous les deux de quoi sa lourde pose est réellement. Je regarde par la fenêtre et il regarde le réfrigérateur vide, mais une question passe entre nous. Je réponds par l'affirmative en ne faisant rien. Oui, il est toujours là. Si l'homme qui nous regardait depuis le trottoir d'en face n'était plus là, je dirais quelque chose. Je dirais n'importe quoi de significatif. Il fait plus froid dehors, je dis avec désinvolture, regardant le ciel.
mon colocataire grogne. C'est juste un commentaire sur le temps, et pourtant, comme c'est le maximum que nous puissions nous résoudre à dire sur le sujet, cela veut tout dire. L'hiver dernier, le froid n'est jamais venu. C'était le plus chaud jamais enregistré dans notre région, et l'homme sur le trottoir n'est pas mort. L'hiver dernier, nous souhaitions qu'il survive. Parfois, je me demande s'il a vraiment survécu. Le café est prêt, alors je dois passer à autre chose. C'est inconfortable, mais je dois passer devant son regard rempli de haine pour aller à ma voiture parce que mes colocataires ont le garage ce mois-ci. Veste enfilée, sac d'ordinateur portable en bandoulière, plus de retard. À l'intérieur de ma propre porte d'entrée, je prends une grande inspiration. Très bien. C'est parti. Je n'ai qu'à traverser notre pelouse, mais la course contenue me remplit de tension chaque matin. Alors que l'air amer me frappe le visage, je regarde partout sauf l'homme de l'autre côté de la rue. La rue est silencieuse et vide. Aucune voiture n'est garée ici, aucun enfant ne joue ici, et les pelouses sont sauvages. Les voisins ont saisi toutes les excuses possibles pour déménager, et très vite, nous sommes devenus la seule maison peuplée qui restait. On pourrait penser que notre loyer baisserait, mais non, bien sûr que non. Le pire de la marche de 15 secondes vers ma voiture est que cela me rapproche de lui. Je peux sentir la chaleur de sa haine sur ma peau, et elle s'enflamme à mesure que je m'approche. Faisant semblant d'être à l'aise, je regarde le sol, puis la porte de ma voiture, puis je m'y glisse avec un soupir de soulagement. Sauf que je ne suis pas soulagé. Je pleure très légèrement. Je suis ostensiblement un adulte, mais je suis assis dans ma voiture et je regarde droit devant avec des yeux embués sans raison que je puisse exprimer avec des mots. La chaleur passe directement à travers la fenêtre, fermer la porte n'a pas aidé. Parfois, la pression à l'intérieur de ma poitrine atteint un point où elle semble sur le point d'éclater. Je suis sur le point de crier. Je suis sur le point de dire les mots, mais je ne peux pas, et ma peau picote douloureusement alors que le feu refoule à la place dans mes artères. Alors que je me force à démarrer la voiture et à partir, je me bats encore une fois avec cela pendant mon trajet quotidien. C'est juste un homme. Il s'appelle Russ. Il est absurde, vraiment. Il porte une robe de chambre bleue en lambeaux qui a été déchiquetée par les éléments au cours de l'année et demie passée. Ses cheveux sont sauvages et sa peau est brûlée par le soleil jusqu'à ressembler à du cuir, vivant de vers et d'oiseaux qui s'égarent trop près, et des insectes qui font de son corps leur maison. C'est fondamentalement un sans-abri fou. Sauf qu'il n'est pas sans abri au-delà de l'herbe d'1,80 m de haut qui est sa maison derrière lui, toujours techniquement, parce que personne ne veut l'acheter. C'est la seule question horrible que tout le monde pose habituellement juste avant de cesser de s'en soucier et de partir, pourquoi ne rentre-t-il pas tout simplement? Mais je refuse de poser cette question. Si c'était aussi simple, ne pensez-vous pas ne pensez-vous pas que nous? Arrêté à un feu rouge, j'ai gesticulé en avant avec frustration avec les deux mains, essayant de saisir le reste pour faire une remarque à personne. Mais les mots refusaient de se former du tout. Ils se glissent les uns devant les autres, percutant les côtés de mon cerveau au lieu de se lier pour former une idée. À ma droite, une femme échevelée et sale se tient au coin. Je la regarde et elle me regarde en retour, un peu surprise que je la reconnaisse. Est-elle comme Russ aussi? Non. Non, elle fait quelques pas en avant, sur le point de demander de l'argent, et je démarre un peu tôt au feu rouge pour éviter la situation gênante que j'ai créée. Ce qui est drôle, c'est que je la vois venir, mais j'ai plus peur d'un danger que de l'autre, et j'ai mal jugé l'écart. Un camion bleu foncé percute le côté passager de ma voiture. J'ai marché le reste du chemin jusqu'au travail, clignant des yeux et regardant mes mains pratiquement tout le temps. Quelque chose était différent, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Je n'arrêtais pas de toucher aussi le coin supérieur gauche de mon front, mais la chaleur fantôme n'était jamais du sang. Je n'étais pas blessé autant que je pouvais le dire. Personne n'a rien remarqué de mal non plus quand je suis entré dans mon bureau 20 minutes en retard et que je me suis assis à mon ordinateur. Personne n'avait vraiment remarqué mon absence. Avant cette situation avec Russ, j'avais passé chaque matin dans la terreur d'être en retard, mais cela semblait si petit et absurde maintenant. Les lumières du plafond ont vacillé, et j'ai brièvement levé les yeux. « Et » a dit le collègue à ma droite, se tournant dans ma direction et se penchant avec des yeux de conspirateur. « Tu as entendu dire que le bâtiment en face a brûlé la nuit dernière ?» Momentanément surpris, je tourne ma propre chaise pour regarder par la fenêtre derrière nous, mais il n'y avait rien à voir. Peut-être qu'il parlait d'un autre bâtiment. Je me suis retourné pour lui demander de clarifier, mais il se penchait déjà vers le gars à sa droite pour faire passer le mot,
et de toute façon, ça n'avait pas vraiment d'importance. Je me suis levé pour aller chercher du café dans la salle de pause, et la gentille secrétaire à quelques bureaux du mien m'a demandé en passant, « Je vous ai vu marcher jusqu'au bâtiment. Tout va bien ?» Accident de voiture, j'ai dit avec une grimace, en m'assurant de continuer à bouger pour qu'elle ne pose pas d'autres questions. Elle n'a pas essayé. Dans la salle de pause, ce vieil homme des ventes se tenait à environ 30 cm du mur, face à lui. Par réflexe, j'ai dit « mais il ne m'a pas reconnu. » D'accord, peut-être qu'il pensait à quelque chose. Je me suis glissé, j'ai versé du café dans une tasse et je me suis dirigé vers la porte. Sauf qu'à la sortie, où j'aurais autrefois fui pour éviter quelqu'un qui agissait bizarrement, je me suis retourné et je l'ai regardé à la place. Était-il comme Russ? La hantise n'allait pas se terminer d'elle-même, je le comprenais maintenant. Peut-être que ce vieil homme des ventes était juste déconnecté. Peut-être qu'il écoutait quelque chose. Me concentrant sur mes oreilles, j'ai soudainement pu entendre le soupir constant et monotone de la climatisation du bâtiment. Elle avait toujours été là, mais je l'avais bloquée pour cette raison exacte. Si vous m'aviez demandé avant ce moment, je n'aurais pas été capable de vous dire si la climatisation était audible dans mon bâtiment. Elle a fait une sorte de bruit sourd en s'éteignant. Waouh, c'était en fait plutôt bruyant maintenant que j'en étais conscient, ce qui me faisait me demander comment je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Et le vieil homme des ventes s'est retourné et s'est éloigné sans même me reconnaître. D'accord. J'ai regardé à ma droite et j'ai vu qu'un gars dans un bureau à plusieurs rangées plus loin avait arrêté son travail pour me regarder et se demander ce que je faisais. Il s'est détourné à la hâte et j'ai finalement arrêté de rester debout dans la porte de la salle de pause. Quelque chose n'allait pas. Alors que j'étais assis à mon ordinateur ce matin-là, je pouvais enfin faire face à ce premier niveau de fait du vague. Quelque chose n'allait pas. Cette simple reconnaissance m'avait échappé pendant l'année et demie passée, et mon cœur a commencé à s'accélérer alors que je me répétais cette prise de conscience encore et encore. C'était comme un anniversaire, une promotion et Noël tout en un. Quelque chose n'allait pas. Une énergie exaltée et terrifiée a parcouru ma cage thoracique alors que ma hantise faisait enfin un pas en avant, aussi petit que ce pas ait pu être en réalité. Le sentiment avait toujours été là, angoissant et terrifiant tout le monde dans mon quartier, mais maintenant je pouvais enfin consciemment me dire, quelque chose n'allait pas. Mais quoi ? Me tournant de cette façon et de cette façon avec désinvolture, j'ai jeté un coup d'œil autour de mon bureau. J'ai vu mon patron à 2 allées plus loin et je me suis levé pour aller lui parler de ma voiture. Il a jeté un coup d'œil dans ma direction et m'a certainement vu, mais il a rapidement agi comme si quelqu'un l'avait appelé d'une direction perpendiculaire au coin, et il s'est éloigné en toute hâte. Son langage corporel a clairement indiqué que la gentille secrétaire lui avait parlé de mon accident et qu'il ne voulait pas subir la gêne de devoir rejeter ma demande d'avance sur mon salaire pour faire réparer ma voiture. La climatisation a fait un bruit sourd en s'éteignant bruyamment, et il m'est venu à l'esprit que je ne l'avais pas remarqué se rallumer. Quelque chose n'allait pas. Ce vieil homme des ventes avait regardé un mur, mais toutes ces personnes regardaient juste leurs ordinateurs de bureau. En raison du principe de destruction mutuellement assurée, j'avais toujours évité de regarder leurs écrans pour qu'ils ne regardent jamais le mien, mais maintenant j'ai osé dépasser la limite de la grossièreté en jetant subrepticement un coup d'œil par-dessus une demi-douzaine d'épaules. Facebook, des mineurs, Facebook, un document Word vierge. J'ai touché de la chaleur au coin supérieur gauche de mon front, mais il n'y avait rien là. Agité par quelque chose qui ne pouvait pas être exprimé avec des mots, j'ai commencé à errer vers la porte d'entrée. En chemin, j'ai entendu quelqu'un à ma droite dire à un collègue, « Et tu as entendu que le bâtiment en face ?» La réponse de ce collègue, « Waouh, c'est fou. Y a-t-il eu des blessés ?» J'ai plissé les yeux et j'ai accéléré le pas, passant directement par les portes d'entrée dans l'air hivernal sans veste. À gauche, normal. À droite, normal. Passant devant la Lamborghini rouge élégante que mon patron conduisait toujours, j'ai fait le tour du bureau, puis j'ai traversé la rue et j'ai fait le tour du pâté de maison sous un ciel gris. Je n'ai trouvé aucune trace du soi-disant bâtiment brûlé. Les gens s'étaient certainement dit qu'un bâtiment avait brûlé, alors où était-il ? Il semblait ridicule que les gens se disent cela sans que personne ne vérifie jamais à l'extérieur pour voir si c'était vrai. Sur le chemin du retour, marchant sans veste et pourtant étrangement chaud, j'ai écouté la conversation de 2 autres piétons au lieu de les ignorer poliment comme d'habitude. À un coin de rue en attendant de traverser, une femme a dit « Savais-tu qu'il y a une 2e lune que nous n'avons jamais vue ?» Son ami a répondu « Quoi, sérieusement ? Où ?
Elle a été de l'autre côté tout ce temps. Si tu étais en Nouvelle-Zélande, eh bien, c'est la lune qu'ils voient, et ils n'ont jamais vu notre lune. Mais c'est incroyable. À cela, j'ai accidentellement dit à voix haute, « Qu'est-ce qui se passe ?» Les deux m'ont lancé un regard noir, se sont tenus un peu plus près l'un de l'autre et se sont éloignés en toute hâte. Il m'est alors venu à l'esprit que nous trois attendions des signaux de traversée à une intersection sans circulation. J'ai décidé de jeter la prudence au vent et de traverser la route sans attendre, mais je me sentais toujours un peu bizarre à ce sujet. Il n'y avait pas de voiture. Je suis arrivé de l'autre côté en toute sécurité, mais il n'y avait pas de voiture. Alors que je continuais, les deux continuaient de me regarder avec méfiance à distance pendant qu'ils attendaient docilement le prochain signal de traversée. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si quelque chose n'allait pas avec ma tête. Si quelque chose n'allait pas avec mes pensées, et alors peut-être, juste peut-être, je pourrais enfin faire quelque chose pour ma hantise. Autant elle dominait cet endroit particulier sur le trottoir, autant le spectre dans mon quartier avait aussi un foyer dans l'impossibilité des mots à exprimer sa nature. Si mes mots ne fonctionnaient pas correctement, alors de nouvelles voies étaient peut-être ouvertes. J'avais probablement besoin d'aller à l'hôpital pour une commotion cérébrale ou quelque chose comme ça, mais avant de le faire, je devais atteindre Russ. Uber. Oui. J'étais un génie. J'ai utilisé mon téléphone pour appeler un Uber. Pas la peine de marcher dans le froid, n'est-ce pas? En 3 minutes, je suis monté à l'arrière d'une voiture inconnue, conduite par un étranger qui avait sûrement été contrôlé par quelqu'un quelque part. N'importe quel autre jour, j'aurais espéré le silence, mais aujourd'hui, j'ai bien accueilli le fait que le chauffeur se mette à parler. Quelque chose à ce sujet était crucial pour ma future interaction avec Russ. « Vous êtes d'ici ?» a-t-il demandé. « Non, j'ai menti pour une raison quelconque, et j'ai continué après une brève pause parce que je ne me voyais pas m'en sortir. J'ai continué, je viens d'atterrir. Je suis de Nouvelle-Zélande. C'est cool, mec. Comment trouvez-vous notre lune par rapport à la vôtre? Je suis resté assis là, j'ai fixé l'arrière de sa tête pendant un moment. Il m'a regardé dans le rétroviseur. Finalement, j'ai dit, la vôtre est plus grande, je suppose. C'est ce qu'on dit. Il a touché la radio, l'a mise plus fort. Ça vous dérange? J'ai secoué la tête, puis j'ai touché la chaleur au-dessus de mon œil gauche. La radio a commencé à diffuser des absurdités complètes. Il y avait des mots, oui, mais ils ne formaient soit aucune idée cohérente, soit des idées qui étaient à l'opposé de la réalité de base. J'ai regardé le chauffeur de taxi hocher la tête en écoutant ce qui équivalait au délire d'un fou. Je me suis finalement souvenu. Le cortex frontal gauche, derrière l'œil gauche. C'est là que le langage est traité. Avais-je en quelque sorte endommagé ma zone de Broca? Je savais tout sur le sujet grâce à un vieil épisode d'une série de science-fiction qui traitait d'un virus qui endommageait la zone de Broca. C'était ça? Non, attendez. Si c'était endommagé, j'aurais dû pouvoir comprendre le langage mais pas le parler. Au lieu de cela, je semble être affligé de la manière opposée. Le chauffeur s'est arrêté au bout de ma rue. Désolé, mec, je ne vais pas plus loin. J'ai compris. Plus personne ne descendait jamais dans notre rue. Je n'avais même pas apporté mon sac d'ordinateur portable. C'était bizarre de descendre dans ma rue sans ma veste ou mon sac d'ordinateur portable. Ce n'avait pas été bizarre avant, mais maintenant Russ me regardait depuis l'autre bout du pâté de maison, et il se demandait probablement ce que je faisais à la maison si tôt et sans mes affaires. M'arrêtant fermement sur le trottoir à environ 1,5 mètre de lui, je l'ai finalement regardé dans les yeux pour la première fois depuis 1 an. Il était toujours là. Sous tous les cheveux sauvages, les haillons bleus en lambeaux et la peau brûlée, ses yeux gardaient toujours son innocence. Il avait en fait survécu à l'hiver dernier. J'ai baissé les yeux. Ses orteils étaient noirs. Il a toussé d'une voix rauque et a ensuite dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa haine pour nous l'avait fait tenir tout ce temps. Je l'avais toujours su, et j'avais toujours su que si nous aussi nous avions déménagé, il aurait été laissé ici complètement seul, et alors il serait vraiment mort. Le quartier tel qu'il existait à l'époque avait essayé tant de choses. Rien n'avait fonctionné, mais maintenant, je pouvais en fait admettre que quelque chose n'allait pas. « Russ, pourquoi ne venez-vous pas chez nous pendant un moment ?»« Je ne veux pas », a-t-il menti, d'autant plus peiné par son incapacité à en parler. J'ai réessayé. « Vous voulez faire une promenade ?»« Trop froid. Je préfère rester ici. » Il a encore menti, son expression angoissée. Je me suis avancé,
avec l'intention de le pousser hors de sa place. À environ 60 cm, j'ai changé d'avis. Après tout, il est resté ici si longtemps, ça l'endommagerait probablement de le bouger. Reculant à 1,5 m, j'ai serré le poing. Rien n'avait changé. Il me lançait un regard encore plus intense. Arrêtez. Je me suis avancé, avec l'intention de le tirer de sa place. À environ 60 cm, j'ai changé d'avis. Que serait notre quartier sans lui debout là? Sans lui, tout changerait, et qui savait à quoi les choses ressembleraient? Toutes sortes de personnes horribles pourraient emménager dans ces maisons vides. Reculant à 1,5 m, j'ai fait une grimace et je me suis retourné pour lui faire face. Il était furieux maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Arrêtez. Je me sentais toujours étrangement chaud. J'étais toujours plein de pression. Je voulais exploser, crier, m'allonger en boule et pleurer. Tout était bizarre. Le monde était fou, et je ne pouvais pas exprimer ce maudit problème avec des mots, alors j'ai offert le seul vrai pas que j'avais fait. Pour la première fois, quelqu'un lui a demandé « Russ? Russ, est-ce que quelque chose ne va pas ?» Il m'a regardé fixement à ce moment-là, mais pas avec la haine qui avait tellement coloré notre dernière année. « Quoi? Comment avez-vous » Il a ouvert la bouche plus largement pendant un moment, mais aucun son n'a suivi. Il a ensuite dit « Demandez-moi encore. » J'étais content de demander encore. « Russ, est-ce que quelque chose ne va pas ?» Sa mâchoire a tremblé alors qu'il se débattait. J'ai hoché la tête et j'ai fait un geste encourageant avec mes mains. « Oui. » Il a prononcé la première syllabe et a ensuite réussi triomphalement une tactique réussie. Laissant cette syllabe aller, il en a fait une séparée. C'est. Il s'est dégonflé comme un ballon après avoir relâché ces 2 syllabes, comme si l'effort lui avait coûté toute sa volonté pour le moment. Il a tremblé, riant et pleurant avec une intensité alternée. J'ai essayé de m'approcher, mais j'ai changé d'avis à environ 60 cm à nouveau. Non, c'était seulement à environ 45 cm cette fois. Maintenant, je m'assiérai là avec ma main. Vous savez ce qui est drôle? Je ne peux toujours pas vous dire ce qui ne va pas. Je suis hanté. Il y a un homme qui se tient sur le trottoir en face de notre maison, nous fixant du regard depuis 1 an et demi, et je ne peux pas physiquement penser ou prononcer les mots qui pourraient décrire ce qui ne va pas avec ça. Je bois aussi du café devant l'évier de la cuisine pour me réveiller pour ma journée. L'un de mes colocataires se traîne comme un zombie dans son pyjama, ouvre le réfrigérateur et regarde la nourriture à l'intérieur. Il ne fait aucun mouvement pendant un long moment, une action qu'un observateur extérieur attribuerait au manque de saucisses dans le tiroir en bas à gauche, mais lui et moi savons tous les deux de quoi sa lourde pose est réellement. Je regarde par la fenêtre et il regarde le tiroir vide, mais une question passe entre nous. Pour répondre à cette question, je fais un signe de la main. De l'autre côté de la rue, Russ me rend l'appareil. Je regarde mon colocataire. Il me fronce les sourcils avec colère en retour. Parce que je sais que la Terre n'a qu'une seule lune. Mais il va qu'à ses occupations faute de pouvoir me faire changer d'avis. Il n'y a qu'une seule lune dans le ciel, et je vais sauver Russ un jour. Il n'y a rien que personne ne puisse faire pour m'arrêter.